So, ladies and gentlemen, boys and girls, hello et bienvenue sur le podcast Les matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. Pour ce nouveau numéro de Les matchs de ma vie, avec moi, Darren Chulette, notre invité aujourd'hui est... Yohan Cabaye. Bonne réponse, Yohan. Ravi de t'avoir avec nous. Plaisir partagé. Aujourd'hui, directeur sportif du centre de formation et de préformation au Paris Saint-Germain. J'ai bien... Exactement, c'est ça, ouais. Très bien. Et on est dans ton bureau, d'ailleurs. Oui. Merci de nous recevoir et merci de me permettre de te tutoyer. Parce que c'est plus facile pour un Anglais, n'est-ce pas? Le Paris Saint-Germain, donc l'un de tes anciens clubs, après une merveilleuse carrière de joueur, un milieu de terrain qui savait tout faire, marquer des buts, parfois spectaculaires, grâce à une frappe de mule, marquer des buts, parfois, du pied gauche, parfois du pied droit, mettre le pied, justement, tacler, une qualité particulièrement appréciée chez moi en Angleterre, où tu as brillé d'abord avec Newcastle et plus tard avec Crystal Palace. Tu as joué 48 matchs avec l'équipe de France, tu es champion de France avec Lille et le PSG, vainqueur de la Coupe de France avec Lille et le PSG, 2 Coupes de la Ligue avec le club de la capitale aussi, et une finale de la Coupe d'Angleterre au stade mythique de Wembley avec Crystal Palace. À quel point donc, mon cher Yohan, a-t-il été difficile de ne choisir que 5 matchs pour ta liste? Très très difficile, bien évidemment. C'est à partir du moment où, je l'expliquerai plus tard, pour moi, le premier c'est obligé qu'il soit dans cette liste parce que c'est par là où tout a commencé. Et puis le dernier, bien évidemment, il faut en choisir 3 dans la liste. C'est très 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 difficile parce qu'on a toujours eu des moments fabuleux. J'ai toujours eu des moments fabuleux à chaque saison, mais il y a eu des matchs quand même assez particuliers où j'étais obligé de pouvoir les mettre en avant parce que on a gagné un match qui était hyper important, où j'ai marqué un but, où ça a été un trophée, et voilà. Ça m'a permis de pouvoir repartir un peu dans mes pensées, dans une certaine nostalgie. Qui fait parfois du bien, oui. Ah bah, j'espère que ça va nous faire du bien à nous tous et sans plus attendre. C'est parti donc pour les matchs de la vie de Yohan Cabaye. Match numéro 1, Yohan. Quel est ton choix donc et pourquoi? Jeudi, c'est pour moi le premier match de ma carrière, donc à Istres, le 7 novembre 2004. Parce que c'est là où tout a commencé. Istres-Lille. Istres-Lille, ouais. On a gagné 2-0 à Nîmes parce qu'à l'époque, Istres, ils n'avaient pas de stade. Donc oui, effectivement, c'est le premier match de ma carrière. La particularité, c'est que je m'entraînais presque jamais avec l'équipe professionnelle. Ah oui. J'étais en réserve. Et puis, ils avaient joué un match de Coupe d'Europe 3 jours avant. Et le vendredi matin, alors que je me préparais pour jouer un match en réserve le samedi, il y a le coach de la réserve qui m'appelle et qui me dit « Je dois aller m'entraîner chez les pros ». Donc, je prends la nouvelle avec grand plaisir. Je me dis, c'est juste qu'ils ont joué la veille, donc ils ont besoin de quelqu'un en plus pour faire le nombre, faire les petits jeux, le supplément. Et que le samedi, je vais jouer avec la réserve, quoi, finalement. Et donc, je fais l'entraînement. Une fois la séance terminée, le coach de l'époque, qui était Claude Puel, met le groupe au tableau pour le lendemain préparer le match à Istres. Et je vois mon nom étant dernier. Bon, déjà... Je me dis, c'est quand même une surprise parce que je m'y attendais pas. J'étais content, donc je rentre chez moi. Le lendemain, je prépare l'entraînement, je vais sur le terrain. Le coach avait l'habitude de donner son équipe la veille. Et c'est là où, à partir du moment où il nomme les joueurs pour les chasubles, il cite mon nom. Bon, au début, je bouge pas. Et je le regarde et j'ai dit, je prends quel chasuble? Il dit, non, ceux des titulaires. Qu'à partir de ce moment-là, jusqu'au lendemain 18h, l'heure du match, c'était très long, très 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 long. Même le vol de Lille à Montpellier, ça fait 1h15, peut-être de vol 1h30. Ça m'a paru une éternité parce que j'avais pas d'écoute, j'avais pas de musique, j'avais rien préparé. Moi, je savais pas comment ça se passait. J'étais encore innocent et honnêtement, le lendemain, il y avait du stress forcément. C'est le premier match de Ligue 1. J'avais le fameux maillot 33. Sans le nom derrière du jeune qui joue. Oui. Donc voilà, c'est pour moi. Claude Puel, il t'a pas pris à part à un moment donné pour... Jamais. Non, à aucun moment. Il m'a rien dit, il m'a lancé dans le bain. Wow. Et voilà, ce match aussi, déjà parce que c'est le premier, mais aussi parce que c'était trop bizarre la sensation. C'était comme si j'avais toujours joué dans cette équipe. Je sais pas comment t'expliquer, mais déjà, je remercie aussi les joueurs beaucoup plus expérimentés qui m'ont mis à l'aise de suite. Et pour moi, ça a été un match, je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai passé, je suis resté 75 minutes à peu près sur le terrain, si mes souvenirs sont bons.
Mais oui, j'étais très content parce que j'avais plutôt réussi mon premier match et ce qui pouvait me donner l'opportunité d'avoir d'autres matchs derrière. Parce que j'étais encore sous statut stagiaire Ah à oui. cette époque-là. J'avais contrat stagiaire, donc j'étais pas professionnel. Et je savais bien que si je voulais avoir un jour le statut professionnel, il fallait faire des matchs. Et c'était pas que le contrat. Donc j'avais cette attitude à l'époque, cette mentalité, et ce qui m'a permis de continuer à bosser, de pas me prendre la tête. Et justement, c'est venu comme ça. Je m'attendais pas. Et le premier match est venu comme ça. Donc, encore une fois, je remercie le coach parce que c'est aussi grâce à lui. Et voilà, l'aventure débutait à ce moment-là. Tu avais 18 ans, effectivement, le jour de ses débuts. Donc, du côté de Nîmes pour Lille contre Istres. Le résultat? On avait gagné 2-0. Quand même. 2-0, ouais. Istres, on n'avait pas gagné un match encore à l'époque, donc on avait la pression de la première équipe qui allait se faire battre par elle. Et puis aussi la petite particularité où là c'est plus de l'aspect privé. Ma femme aujourd'hui, elle est née à Istres, donc Ah oui. voilà. Une attache particulière aussi avec cette équipe. Tout se rejoint. Philippe Brunel était capitaine Oui. de cette équipe et Lille termine la saison deuxième derrière Lille. Derrière Derrière Lyon, ouais. pardon. Donc c'était une belle saison. Tu arrives Très dans bien. l'équipe première au bon moment. Ouais, c'est vrai, au très bon moment. Il y avait une très bonne équipe. Un bon mélange entre des joueurs expérimentés, des jeunes qui arrivaient aussi. Bon, ça, Jean de Macoun, Mathieu Bonnemer, Matt Moussilou qui marquait beaucoup de buts devant. C'est vrai qu'il y avait Philippe Brunel, Grégory Taforo, Tavlaridis derrière, Tony Silva dans les buts. Donc ouais, c'est vrai qu'on avait une belle équipe. Et on a fini deuxième. C'était une saison très réussie. Très Tu réussie. disais donc stagiaire, donc tu as 18 ans. Quand tu es stagiaire à 18 ans, ça voulait dire quoi? Tu gagnais quoi? Presque rien? Ouais, très peu. Mais à l'époque, si tu veux, moi, j'avais qu'une envie, c'était d'être sur le terrain, d'avoir un contrat, ce qui me permettait d'être lié à un club et d'avoir l'opportunité d'être sur le terrain. Donc moi, je négociais pas ces salaires-là. J'avais pas besoin. Je voulais juste me dire, bah, si le coach me met sur le terrain, c'est qu'il est content de moi finalement. Et c'était que ma perspective, que ma mentalité. Après, même sur les premiers contrats pro, j'ai pas négocié mes salaires. Parce que de toute façon, il y avait une grille salariale. Ah ouais. Le coach, il avait mis ça en place à l'époque. Donc, comme encore une fois, moi, c'était la volonté d'être sur le terrain et je voulais pas discuter de quoi que ce soit. Donnez-moi l'opportunité de jouer. Et si je jouais et je performais, bah, j'avais plus de chances d'avoir derrière voilà, autre chose. Tu es né le 14 janvier 1986 à Tourcoing. C'est ça. Et ton papa, Didier, a été entraîneur du club local de Tourcoing FC. Il y a joué aussi. Il a joué aussi. Et c'est là-bas que tu commences toi aussi. J'ai commencé là-bas, effectivement, ouais, de tout petit jusqu'à U13 à l'époque. Donc à 12 ans, et je me souviens bien, c'était l'été 98. On gagne la Coupe du Monde et de suite après la Coupe du Monde, je commence mon aventure avec le LOSC. Ah ouais, formidable. Et papa, footballeur, donc c'était naturel pour que dans la famille, ça parle foot, ça joue au foot. Ouais. On faisait que ça. Ah ouais. On parlait que de ça, on faisait que ça. Avec mon petit frère aussi, on jouait. Il y a qui d'autre à la J'ai mon maison? petit frère, voilà. Ouais. Et on organisait des matchs même dans la maison. Ouais. Avec des petites boules de papier voilà, faites, avec du scotch autour. Et on s'organisait des rencontres. On choisissait une équipe ou une nation, une compétition. Et puis on faisait notre match. Et maman là-dedans? Elle s'arrachait les cheveux. Parce qu'on cassait plein de choses. Des fois, on allait jouer dans le jardin, mais comme on n'avait pas le droit, parce que d'une part, on abîmait la pelouse, et puis de deux, il fallait faire les devoirs. Donc on jouait, et puis après, on prenait les habits, on les mettait en bas de la pile du linge sale, en pensant qu'elle allait pas nous attraper. Mais bon, on était naïfs encore à cette époque. Ok, donc c'est une maison très sport. Ouais. Tous les sports ou vraiment? Non, essentiellement football. Ouais, essentiellement football. Ok. Et à l'école alors, ça se passe comment? Ça va. Oui. Ça va, plutôt bien. Après, arriver au centre de formation, un peu l'effet de groupe, il y a un peu moins de travail, pour être honnête. Donc, je dois redoubler ma 4e, mais j'avais un an d'avance. Et puis après, j'ai continué le cursus jusqu'au bac. D'accord. Voilà. Pour après arrêter après le bac. Ok, mais à quel moment donc de cette enfance joyeuse apparemment, baignée dans le foot, à quel moment tu te dis peut-être que ça va être ce que je vais faire quoi de ma vie?
J'imagine si tu es pris par le LOSC, ça commence déjà à trotter dans la tête. U13, c'est le rêve. C'est le rêve, bien sûr. Mais U13, on est encore petit dans notre tête. Et c'est dur de se dire qu'on va finir footballeur professionnel. Il reste du chemin. On a toujours les alertes de mes parents, de l'entourage. Fais attention, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Je l'ai entendu plein de fois, cette phrase-là. Ouais. Mais à juste titre. Parce que de ma génération 86, si mes souvenirs sont bons, je suis le seul joueur du LOSC de la génération à être sorti professionnel. Et ça confirme bien les chiffres. Donc, il faut toujours rester vigilant. Bien sûr, on a tous un rêve. Quand on est jeune, on a tous le rêve de devenir joueur de foot. Par contre, derrière, d'avoir un rêve, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on met en place? Quel est le degré de motivation, surtout, de passion et de motivation qu'on conserve tout au long de notre cursus? Parce que c'est très difficile de faire l'école. À l'époque, l'école, elle allait de 8h à 17h, comme des élèves classiques. Et après, le soir, on s'entraînait. Le week-end, on avait les matchs. Donc, c'était un rythme qui était assez particulier pour moi. Et honnêtement, plusieurs fois, c'était difficile au niveau, pendant la partie hivernale. Je partais très tôt de chez moi le matin parce que j'étais externe. Il faisait noir. Il faisait froid, il pleuvait très souvent, parce qu'on est dans le nord. Et je rentrais le soir, il faisait encore plus noir. J'avais pas vu la journée. C'était très, très difficile. Il fallait vraiment avoir envie. Hein. Ah oui, mais après, c'est ma passion encore aujourd'hui. Et c'est sûr que oui, d'avoir envie, j'avais toujours envie. Quoi qu'il arrive, j'avais toujours envie de jouer. Je préparais mes chaussures, je préparais mes matchs. Un vrai passionné. Mais honnêtement, des fois, c'était très, 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 très compliqué. Tu as toujours été milieu de terrain? Oui. Alors, des fois, à différentes positions. Il y a un coach en U15 qui pensait que je pourrais pas jamais jouer milieu défensif, donc il m'avait mis ailier droit. Je sais pas où il avait senti mes qualités de vitesse, mais en tout cas, moi, je les avais pas. C'était difficile, mais en fait, au départ, c'est frustrant parce qu'on se dit, mais c'est pas mon poste et j'ai du mal à exister. Mais après, on apprend sur nous, on apprend des choses, on apprend à développer différentes caractéristiques. Et après, il m'a repositionné dans l'axe derrière l'attaquant. Pareil, ça allait mieux, mais c'était pas non plus le poste que je préférais quand j'étais plus jeune. Et après, quand j'ai grandi, je me suis installé milieu défensif et j'ai grandi comme ça. Mais c'est David Beckham jouait milieu droit, il allait pas très vite non plus. Hein. Ouais, il avait un pied qui était réglé au millimètre. Qui le permettait de ne pas dribbler et faire des centres quand même. Ouais, effectivement. Et cette frappe de mule que tu avais, tu l'as toujours eu ça, même dans les jeunes? Il me semble, oui. Ouais. Il me semble. J'aimais bien, je sais pas, on me mettait le ballon parce que quand t'es petit, t'as pas trop de force. Donc quand le ballon il venait en mouvement vers moi, j'aimais toujours mettre des frappes, même comme ça sans gardien à l'entraînement. Ça a toujours été quelque chose que j'ai apprécié. Et puis, au plus j'ai grandi, au plus j'ai continué à travailler ce geste. Et arrivé à Newcastle, même à Lille déjà j'avais mis quelques buts, mais arrivé à Newcastle, j'ai eu un déclic. Et je pense que les ballons ils sont pas gonflés de la même façon en Angleterre qu'en France. Non, je rigole, mais c'est sûr que c'est en Angleterre. ouais, tout. mais non, sincèrement, la frappe de loin, c'est pour moi un geste technique déjà, et ça permet à un milieu de terrain de pouvoir apporter une arme supplémentaire. Et j'ai toujours pensé ça, imaginé ça, travaillé avec ça. Et puis quand on met 1, 2, 3, ça te donne confiance. Mais des fois, oui, ça, dans une bonne passe, t'as l'impression que le ballon il est téléguidé. Et j'en profite. Voilà, les supporters aussi. Hein. Match numéro 2. Johan, nous sommes le 14 mai 2011 désormais, au Stade de France. C'est pour la finale de la Coupe de France entre ton club, donc Lille, entraîné désormais par Rudy Garcia, et le Paris Saint-Germain, d'Antoine Kombouaré. Pourquoi tu choisis ce match en particulier? Parce que c'est mon premier trophée. Premier trophée gagné, encore plus avec mon club formateur, donc ça a une double saveur. Et puis la Coupe de France, c'est un trophée mythique, comme la FA Cup en Angleterre. Ouais. C'est pour moi, de gagner la Coupe. Je t'en parle, j'ai encore des frissons. Ah. C'est magnifique de voir tout le monde, tout un peuple venir au Stade de France. Gagner à Paris contre Paris. Alors honnêtement, ça n'a pas été le plus beau match du siècle, ça c'est sûr. Même de notre part, alors qu'on avait fait une saison où on jouait très bien, on avait nos automatismes. Plus la pression du résultat de la finale a pris le pas sur notre jeu à nous. Et on n'avait vraiment pas été très très bon. On gagne 1-0 grâce à Ludo Bragnac qui marque le coup franc
en fin de match. Ouais. Et ça a été le premier trophée, celui qui a ouvert d'autres trophées. Et notamment, une semaine après, on gagne le championnat aussi, et toujours à Paris. Donc voilà, c'est pour moi important de le mettre en avant parce que comme le premier match, le premier trophée, il est important pour en appeler d'autres. Oui, cette saison est extraordinaire avec le doublé du LOSC. Ça a dû être assez formidable de vivre ça avec ton club de cœur, ton club de toujours. Bien sûr. Et les images, elles restent comme si c'était hier également. Je pense c'est difficile de retrouver une sensation identique quand on gagne avec son club. Pour moi, il n'y a rien de plus beau. Et là, ce qu'on a fait cette année-là, ça sera, j'espère qu'ils vont l'égaler à nouveau, mais c'est difficilement copiable à ce qu'on a pu faire. Ouais, ça a marqué l'histoire du club et les supporters, effectivement, ont apprécié parce que autour de toi, il y a de sacrés joueurs aussi. Tu formes un milieu avec Mavouba et Balmont. Vous étiez très complices tous les trois. Vous complétiez bien. Ouais. Et puis, il y a le jeune Eden Hazard aussi dans cette équipe-là. C'est vrai que Eden commençait à jouer. Il avait joué très tôt. Il avait joué à 16 ans. Ouais. Mais il devenait le joueur qu'on attendait tous, c'est-à-dire que le plus talentueux. Et la suite de sa carrière l'a démontré. C'était un joueur différent et honnêtement, il a eu une grande part de réussite dans ce succès-là. Par sa fougue, par sa jeunesse, par son talent, son insouciance, il a fait des choses remarquables. Et après, nous trois au milieu, on était là pour assurer l'équilibre, pour travailler, pour donner les ballons aussi aux gars de devant qui puissent faire des différences. Mais c'est vrai que ça soit Flo ou Rio, voilà, chacun, on avait tous les trois nos caractéristiques et on se complétait très très bien. Et c'est vrai que très souvent les gens ils ont une image un peu négative de Flo Balmont, vraiment parce que c'est un aboyeur, c'est quelqu'un qui met des coups, mais des bons coups, je veux dire, pour se battre, pour récupérer le ballon. Mais c'est un joueur qui est très technique. Il a un pied droit qui est vraiment qui est très très bon et pareil, il nous a mis des buts importants, il nous a fait gagner des matchs et c'est ça que j'ai aimé dans cette équipe. En fait, chacun a amené a eu sa contribution au succès et au final, ça a été un process de 3 saisons avec le coach Rudy Garcia où on a bouffé du 11 contre 0, des ressorties de balles, des automatismes et après à la fin on jouait presque les yeux fermés. Oui. Rudy Garcia aujourd'hui avec la Belgique. La Belgique, ouais. Sélectionneur aujourd'hui. Ouais. Formidable. Et oui, je suis trop content pour lui parce que voilà, il a du talent et aujourd'hui il arrive à retrouver un projet de très haut niveau. Donc ça montre que il a quand même quelque chose à faire dans le football de haut niveau. Vous avez pu fêter cette victoire en Coupe de France dignement ou vu qu'il y avait encore des matchs à jouer, est-ce que vous avez dû y aller mollo? Non, on a pu le fêter. Vraiment, ce titre-là, ce trophée-là, on l'a bien fêté à Paris. On est rentré le lendemain. Est-ce que là, j'ai un petit trou de mémoire sur le calendrier. Je pense qu'après la finale de coupe, on a joué contre. C'est dû peut-être à la fête d'après-match. On a joué contre Sochaux le mercredi. À domicile, il me semble, mais il faut vérifier, mais j'ai plus trop souvenir de ça. Je pense qu'on a gagné le match. Et après, il nous suffisait d'un nul à Paris le week-end qui a suivi pour être champion, et c'est ce qu'on a fait. D'accord. Donc, on a pu fêter la Coupe de France, oui, mais le titre, on l'a plus fêté. Ouais. Ah ouais. Et c'est-à-dire, racontez-nous un petit peu. Après, on est rentré, on a pris le bus donc du parc jusqu'à Lille. On est allé en boîte, mais comme c'était au mois de mai, on était en short, t-shirt du club, donc on est rentré comme ça dans la boîte. On a passé la soirée. C'était mémorable. Et on s'est retrouvé le lendemain pour fêter le doublé avec les supporters. Bon, c'était un moment qui était fabuleux quand même. Ouais. On n'oublie pas des moments comme ça. Non. Maintenant, direction l'Angleterre, ce qui nous fait la transition parfaitement pour le 3e match totaliste, Johan, parce que nous sommes le 4 janvier 2012, la saison suivante donc, et dans ce stade bouillant de St. James's Park que tu vas adopter et qui va t'adopter, tu vas jouer pour ton nouveau club, donc Newcastle contre Manchester United. Ce match-là est choisi pour une raison particulière aussi? Plusieurs raisons, oui. Alors, déjà, c'est le premier match de l'année, le 4 janvier. C'était ma première période de Boxing Day, de fête en Angleterre. Quand je jouais à Lille, je regardais tous les matchs, comme s'il passait l'hiver, et je m'étais toujours dit, un jour, il faut que j'aille là-bas, un jour, il faut que je le vive, un jour. Et c'était la première fois que je vivais ça. Donc, de jouer à domicile, le 4 janvier, le soir, on recevait le champion en titre.
Tout était réuni en fait pour que ça soit un match extraordinaire. Et puis dans ce match-là, je pense marquer l'un de mes plus beaux coups francs, si ce n'est le plus beau coup franc de ma carrière. Et le stade tremble. En quelques secondes, je suis comme dans un rêve en fait, comme dans un rêve. Et puis le but il fait le tour. On en parle en France, on en parle un peu partout. C'est un coup franc de 30 mètres, et magique. Et alors, quand il y avait un peu de vent ce soir-là, et je me dis, je prends le ballon, je pose le ballon et je tente. Je tente. Et pareil, tu sais, quand t'es en confiance, quand tu te sens bien dans un endroit et que tu te dis, je vais tenter parce que j'ai comme la bonne sensation que ça fonctionne, pour moi, le ballon, il a été guidé là où il devait. C'est fou hein, d'avoir ce sentiment-là, mais quand je le revois encore aujourd'hui, je me revois taper dans le ballon, j'ai cette sensation-là. Et c'est incroyable. Après, le stade se lève, tout le monde se lève. On a gagné ce match 3-0. Pareil, c'est le champion sortant. On est sur une dynamique où on est 4e, je crois, à cette période-là, pour se qualifier pour la Champions. Alors, un club qui était en Championship il y a 2 ans. Hein. Ouais. Je me dis, ma première expérience à l'étranger, moi qui avais quand même un peu peur de partir de Lille, je me dis, c'est plutôt bien réussi et c'est en bonne passe de pouvoir être top. Donc, voilà, ce match-là, il reste particulier dans ma tête pour toutes ces raisons-là. Ouais, j'ai revu les images et effectivement, un coup franc magique. Et aussi ta réaction, parce que derrière, tu cours comme un fou. Ouais. Personne ne peut te rattraper dans un premier temps. Il faut fêter ça parce que ça doit être une adrénaline très spéciale quand on marque un but. Très, très spécial. Et honnêtement, encore plus à St. James. Ouais. St. James Park, il y a une atmosphère particulière. Et quand je marquais dans ce but-là, j'avais l'habitude d'aller célébrer dans ce corner là-bas. Ça s'appelle la Gallowgate, quelque chose comme ça. Et vraiment, c'était quelque chose. Ouais. Et oui, et en face, il y avait Sir Alex Ferguson, il y a Rooney, et Berbatov, et tous ces grands joueurs. Et ils sont à terre après cette victoire de Newcastle ce jour-là, début 2012, effectivement. 3 saisons avec les Magpies, avec 17 buts en Premier League aussi, un moyen de presque un but tous les 4 matchs. Ce public fabuleux, tu en as parlé un petit peu. Comment tu as trouvé l'Angleterre en général et son football alors? Encore mieux que ce que j'imaginais. J'imaginais déjà, pour moi, c'était là-bas où j'avais envie d'aller jouer au foot. C'était là-bas où j'avais envie de comprendre l'atmosphère, de vivre des rencontres phénoménales et c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Et vraiment, mon passage à Newcastle, on gagne le doublé avec Lille et je m'étais déjà engagé avec Newcastle moralement. Je veux dire, laissez-moi gagner et finir la saison et après on peut l'annoncer officiellement. Et on dit, mais t'as fait le doublé et tu vas pas aller à Newcastle quand même, tu peux mériter mieux. Et ça, c'est toujours ceux qui pensent connaître mieux que la réalité. Et j'ai rien voulu entendre. J'ai dit, c'est là-bas où j'ai envie d'aller. Je sens le coach, j'ai un feeling particulier. Et c'est ce qui m'a permis de franchir un cap au niveau, national. En France, on avait l'habitude de me voir comme un joueur de Lille. Oui, c'est bien Lille ce que vous faites, c'est bien, vous jouez parfois à la Coupe d'Europe, mais on va voir le jour où tu vas t'exporter si ça va fonctionner et t'es quand même un bon joueur. Et j'ai toujours pris comme ça. Ça a toujours été ma source de motivation. Vous croyez pas en moi, vous critiquez mon choix, machin. Et j'ai toujours travaillé très dur pour montrer que finalement, tout le monde s'est dit waouh, ça lui a fait du bien ce passage en Angleterre. Et c'est pour ça que ce match-là et ce but-là qui passait en France, il n'y avait pas encore de match, donc un lundi soir à la télé, forcément tout le monde l'a vu. Mais en France, je mettais aussi des coups francs et des buts parfois beaux. Mais on n'en parlait pas comme ça. Et là, comme c'est la Première Ligue, c'est différent. C'est ces petits trucs-là que, en fait, ça a toujours été dans ma tête une source de motivation qui m'a permis d'avancer, qui m'a permis de travailler, qui m'a permis de garder, en fait, la concentration sur mes objectifs et ce que j'avais envie de faire dans ma carrière. Mais j'ai toujours pris, en fait, mon passage anglais comme un truc de fantastique, parce que tant sur le plan professionnel que personnel, humain, je veux dire, ça a été génial. Je parlais là-bas, je parlais pas anglais, par exemple. Aujourd'hui, je parle anglais très bien. Je fais plein de choses en anglais. Pas avec l'accent de Newcastle, j'espère. Non, il était dur celui-là. Mais c'est un peu en fait, c'est là où j'ai fait la liaison avec Lille. Je me suis dit, c'est comme un étranger qui vient vivre à Lille pour la première fois.
l'accent du Nord, il est très très dur, très prononcé aussi. Donc il y avait beaucoup de similitudes. Les maisons avec les briques rouges à Newcastle, il y a les mêmes à Lille. Et je me suis dit, ça peut que fonctionner. Et oui, et ça a bien fonctionné, effectivement, très bien. C'est un terrain de foot, Newcastle, et effectivement. Maintenant, peut-être que les Français connaissent un peu mieux qu'au moment où tu arrives. Mais effectivement, on a vu des joueurs français prendre un pied là-bas. David Ginola, évidemment, qui a brillé, mais et d'autres aussi. En même temps que toi, il y avait Hatem Ben Arfa. Il y avait Hatem qui était là, oui. Hatem était arrivé, je pense, 1 an avant moi. Il s'était fracturé la jambe sur un tacle contre qui? Je sais plus quel match exactement. Mais il s'était fracturé la jambe et il revenait. Quand je suis arrivé, il revenait petit à petit. Et donc, voilà. Il y a des similitudes avec Eden Hazard, Hatem Ben Arfa ou pas? Ils sont très déroutants tous les deux. Des dribbleurs hors normes, honnêtement. Très très forts. Après, j'arrête là, les similitudes. Ouais. Mais c'est vraiment deux joueurs phénoménaux tous les deux. Ouais, c'est vrai qu'il a des moments. Il a eu des moments avec Newcastle aussi où il a brillé. Il a mis le public dans sa poche parce qu'il était capable de choses extraordinaires. Exactement. Aujourd'hui, joueur de padel de très haut niveau. Très bon joueur de padel, apparemment. Il fait que ça, apparemment. Ouais. Je l'ai croisé récemment. Il s'est foutu de ma gueule parce que je suis nul. Et il a bien eu raison. Mais lui, il joue très bien. Très sérieux. Et pour revenir sur Newcastle, la petite anecdote aussi, je viens d'y penser. Et quand j'étais petit, je sais pas, des fois, je recevais des maillots où on venait m'offrir des cadeaux. Et je me rappelle, j'avais un ancien maillot de Newcastle, mais vraiment les bandes noires et blanches, avec le logo, c'était une étoile bleue, jaune et bleu, non? Il me semble. Il faudrait revoir. Mais je me souviens avoir ce maillot à la maison. Et quand j'étais petit, il était très très grand pour moi, mais des fois je le mettais pour jouer. Et je me rappelle avoir ce maillot à la maison. Donc, est-ce que ça a été déjà un signe à l'époque? Et voilà. Excellent. De belles années avec les Magpies, avec Alan Pardew, l'entraîneur de l'époque. Vous écoutez, les amis, les matchs de ma vie, le podcast de BeIN Sport. Notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 du Johan Cabaye, le 19 novembre 2013. La France tremble. Enfin, les sportifs de l'équipe de France, surtout de foot, parce qu'il y a un vrai risque que les Bleus vont rater la Coupe du Monde 2014 au Brésil. On parle de la France de Didier Deschamps, bien sûr. Et vous abordez ce match retour de barrage de qualification très mal barré. Après avoir perdu le match aller 2-0 face à l'Ukraine. Tu n'étais pas titulaire pour le match aller, Johan, mais tu l'es dans cette équipe pour le match crucial à domicile. Donc aligné avec Paul Pogba au milieu et Blaise Matuidi. Raconte-nous tout de cette soirée exceptionnelle, parce que c'est vrai, un tournant pour Didier Deschamps et pour l'équipe de France. Déjà, il faut, je pense, revenir juste après le match aller, où on rentre en France, on est tous abattus. Et dès le samedi, en fait, on a cette envie de vite rejouer le match retour. Donc, ça a été très long, mais il y a eu comme un déclic. Les entraînements étaient vraiment très intenses. Le dimanche soir, il me semble, si j'ai la bonne journée, on a regardé En Marche. Il y avait un film, est-ce que c'était Jamel Debbouze qui avait fait ce film-là, si mes souvenirs sont bons également. Je pense qu'il est venu nous présenter ce film, et en fait, on s'est un peu vu dans les acteurs principaux. Et en fait, en grande difficulté au départ, et à prendre tout le peuple avec eux derrière pour faire quelque chose de fantastique. Et on était dans la même situation. Donc on s'est un peu identifié. Et c'est vrai que des analyses vidéo, du travail, et on était prêt à en découdre sur le match retour. C'était en mission. On pouvait pas passer au travers. On arrive sur l'échauffement, déjà très motivé, très concentré. L'entraînement de veille de match, au Stade de France, il avait été de très grande qualité aussi, beaucoup de motivation, beaucoup d'encouragement, beaucoup d'intensité. Et l'échauffement, le jour du match, ce stade est rempli déjà. C'est la première fois que je vois ça. Stade de France rempli. On arrive, on sort les drapeaux sont là. Et là, on se dit, c'est pas possible autrement. Et on peut pas faire moins bien que 3-0. Impossible. Et du coup, on s'échauffe
très concentré, on rentre, on se prépare, on attend pour les hymnes. Et là, il y a voilà, les cadres de l'époque, les plusieurs joueurs, Pat Evra commencent à dire, les gars, regardez-les, c'est pas eux qui vont aller au Brésil, c'est nous qui allons aller au Brésil. Mais toutes des phrases motivationnelles comme ça, qui étaient très impactantes. Et au final, on gagne le match 3-0, le scénario parfait. Et puis on valide notre ticket pour le Brésil. Et après, moi personnellement, bien évidemment, je pense que c'est le meilleur match que j'ai eu en bleu sur les 48 que j'ai fait. Des fois, il y a des moments comme ça, un peu comme le but de Manchester, où j'ai eu l'impression de tout voir avant et que tout était au ralenti. C'était trop particulier. Tout ce que j'ai fait, quasiment, j'ai tout réussi et je me suis senti très très bien. C'était la première fois que je jouais devant la défense, vraiment en sentinelle, avec Paul et Blaise devant moi. Et ce schéma-là nous a suivis pendant un moment. Et voilà, ça a été, je pense, voilà, l'une des meilleures périodes que j'ai eues en bleu. Et aujourd'hui, ce match, pour moi, c'est le meilleur match que j'ai eu en équipe nationale. L'ambiance était extraordinaire au Stade de France ce soir-là, et porté par ce public. Ouais, et vous avez fait ce qu'il fallait pour avoir ce ticket pour aller jouer au Brésil. Ta première sélection avait été avec Laurent Blanc en 2010 contre la Norvège. Effectivement, en amical. Tu te souviens à qui tu as remplacé? Parce que je vois que tu as super mémoire. Je pousse très loin là. Là, tu vas un peu. J'avais tout noté. Tu rentres à la 74e minute à la place de Yann M'Vila. Yann M'Vila, ok. Ouais. J'avais oublié ça. Ouais. Et représenter ton pays, pour toi, signifiait quoi? Une grande fierté. Très, très grande fierté. C'est aussi je pense le Graal pour un joueur de foot, représenter son équipe nationale au plus haut niveau. Et ça a toujours aussi été une ambition dans le sens où j'ai fait beaucoup les équipes nationales de jeunes. Tu avais gagné le championnat d'Europe? Championnat d'Europe U19. Moins de 19. Moins de 19 ans, 2005. Et voilà, à partir de ce moment-là, oui, on a cette ambition de pouvoir jouer pour l'équipe nationale A. Et puis une fois qu'on joue pour l'équipe nationale A, on a envie de jouer une Coupe du Monde, ça c'est sûr, c'est l'étape qui a suivi. Donc j'ai eu cette chance-là, et pour moi, je peux absolument pas me plaindre, et je suis vraiment très très fier de mon parcours en équipe nationale. Très proche de gagner l'Euro en 2016 aussi, tu as participé à la victoire contre l'Allemagne en demi-finale. À Marseille, c'était formidable, et puis malheureusement la finale se joue sur un coup de... Sur ce match-là, pour moi, je pense qu'on a joué la finale lors de la demi-finale. On a perdu beaucoup d'énergie mentale en pensant qu'en battant l'Allemagne, c'était quasiment fait, parce que le Portugal, il était sur cette compétition-là, ça n'a pas été l'une des meilleures nations. Ils sont réussi à se hisser jusqu'en haut. Mais c'est vrai que pour moi, on a joué la finale lors de la demi-finale. Peut-être c'est là où, effectivement, ça s'explique. Malheureusement, les Portugais sont champions en 2016. Allez, on arrive au dernier des 5 matchs qui ont le plus marqué ta vie, Johan. Tu as opté pour la demi-finale de la Coupe de France de la saison 2019-2020 entre Saint-Étienne et le Stade Rennais. Je sais pourquoi, parce qu'au début, parce que tu penses comme ça, au début, tu as mis ton premier match de ta carrière. Et là, on est sur le dernier. Sur le dernier, bien sûr. Et comme le premier, je savais pas quand il arrivait, il est venu comme ça du jour au lendemain. Le dernier, je l'avais pas maîtrisé. Je savais pas que ça allait être celui-ci, parce qu'on n'avait pas anticipé le Covid et tout ce qui allait aller derrière. C'était le flou et personne ne savait comment ça allait évoluer. Et effectivement, avant que tout s'arrête, on fait ce dernier match contre Rennes, demi-finale de Coupe de France. Donc ça reste un match hyper important. À Geoffroy Guichard, qui reste un stade mythique, avec une ambiance fantastique aussi. Oui. Et on gagne le match à la 90e minute, je pense, dans les arrêts de jeu. Oui. Et là, c'est une ambiance incroyable. Le chaudron en folie. Le chaudron en folie. Et on n'avait pas une saison facile, parce qu'en championnat, on était un peu dans le bas du classement. Donc, c'était compliqué. Et on avait un peu cet air frais, je dirais, avec la Coupe de France, qui nous permettait de pouvoir s'évader un petit peu. Et voilà, malheureusement, quand l'arbitre siffle la fin, tout le monde est content, on célèbre. Moi, de mon côté, je suis content. Je suis un peu blessé, donc un peu déçu.
Mais à aucun moment, je me dis que ça allait être mon dernier match de ma carrière. À aucun moment. Donc, moi, je commence sur une note positive, je termine sur une note positive. Mais si tu veux, le premier de ne pas l'avoir choisi, c'est une bonne surprise. Le deuxième, c'est un peu une mauvaise surprise parce que j'aurais aimé maîtriser mieux ma sortie, j'aurais aimé mieux maîtriser ma fin de carrière. Mais aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. J'ai pas de regrets, c'est mon histoire. Mon histoire doit être écrite comme ça. Il n'y a pas trop d'honneur, quoi. Il n'y a pas de Non, salut, mais après, merci. si tu veux, j'attendais pas après ça. Mais je voulais, moi, maîtriser comment j'allais sortir, comment j'allais arrêter ma carrière, comment j'allais couper une première partie de ma passion, parce que oui, finalement, c'était ça. Et me retrouver à la moitié de ma vie pro pour la seconde partie et de pouvoir expliquer un peu ma vision, ce que je voulais, ce que je pensais moi de mon après-carrière, et j'ai pas eu l'occasion de le faire. Ouais. Tu avais retrouvé à Saint-Étienne ton pote Mathieu Debuchy, bien sûr. Claude Puel était là aussi, était le début et était à la fin. C'est aussi ça, il y a ces particularités-là. J'ai commencé ma carrière avec Claude, je l'ai fini avec lui. Debuchy était là aussi, et il a été là à Lille, à Newcastle, en équipe nationale. On s'est bien suivis, parce qu'il est venu me rejoindre à Newcastle, moi je l'ai rejoint à Saint-Étienne. Donc, il y a des histoires un peu sympas comme ça. Et voilà. On parle souvent d'une petite mort pour le moment où un joueur comprend que c'est fini, il n'est plus joueur. Toi, tu l'as vécu comment, ces jours, ces semaines du début de la fin et du début de quelque chose d'autre? C'était dur. C'était dur parce que bon, il y a eu le Covid. J'étais en fin de contrat été 2020. J'avais eu des propositions, mais pour partir très loin, et je voulais pas voyager très loin sans ma famille. Du coup, je suis resté, j'ai attendu. Je me suis mis comme deadline le mercato de janvier, mais bon, à mon âge, 6 mois sans jouer, c'était plutôt compliqué. Après, il n'y a pas eu de choses vraiment très concrètes. Et ça a été très dur de septembre à décembre. Parce que on est dans le flou, on sait pas, je m'entraînais tout seul, mais je savais pas quoi faire, c'était difficile. Honnêtement, c'était très, très difficile. Et j'étais un peu exécrable. C'est vrai? Ouais. Je suis honnête, honnêtement, je me raconte pas d'histoire. Et quand tu es habitué à avoir un certain rythme d'entraînement le matin, tu sais que tu prépares un match le week-end, à cette heure-là, tu dois faire ça. L'après-midi, tu rentres, tu te reposes ou tu as des activités. Là, non, Et c'est toute ta vie, ça a été toute ta vie. Exactement. Comme donc ça. là, il y a plus rien. Le matin, alors les 2-3 premières semaines, c'est bien. Parce que ça te permet de souffler, d'aller voir les amis, de te dire, bon, bah, si je me couche un peu plus tard, c'est pas très grave. Mais au bout de la 4e, Darren, t'as besoin d'activité, t'as besoin de but. Oui. Et j'avais pas de but. Et sincèrement, c'est ça le plus difficile. Au-delà de tout l'aspect de jouer, du public et de tout ça, oui, c'est mieux. Mais c'est quoi le but? Quand je me lève le matin, quel est le but de ma journée? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là où c'est très difficile. Et c'est là où tu te dis, mince, j'ai peut-être pas assez profité de tout ce que j'ai eu pendant 17 ans. Je l'ai eu pendant 17 ans, moi. Des fois, c'était dur. Des fois, c'était long. Des fois, il y avait la pression. C'était moralement parlant, il y avait de l'épuisement parfois. Alors, ceux qui vont dire, ouais, mais bon, t'es pro, tous les avantages. Oui, je vous entends dire ça. Mais vous pouvez pas juger parce que vous n'êtes pas à la place. Vous savez pas. Et honnêtement, il y a des moments qui sont difficiles. Il y a des moments qui sont difficiles. On a des enfants, on les voit pas grandir. Mais c'est le revers de la médaille. C'est comme ça, on a choisi de faire ce métier-là, donc on peut pas se plaindre. Mais on reste humain. On reste humain avec un cœur, on reste humain avec un cerveau, on reste humain avec des émotions. Et des fois, c'est pas facile. Donc c'est dur à la fin pour toi et pour ton entourage, j'imagine aussi, si tu es exécrable. Comment tu t'en sors là? Ben, encore une fois, je crois beaucoup un peu en tout ce qui est écrit. Et pour moi, mon histoire, elle est déjà écrite. Et je retourne un peu à Dubaï parce que j'ai vécu pendant 1 an pour couper un peu et aller voir les amis qu'on a là-bas. Je reçois un appel de Leonardo. Alors, j'ai jamais joué sous Leonardo, hein, c'est pas lui qui m'a fait venir au Paris Saint-Germain. Je reçois un appel. Il me dit, Yohan, écoute, il faut qu'on se voit.
Je dis pas de problème. Il me dit quand est-ce que tu peux être dispo? Je dis quand vous voulez. Oui, là, je suis assez dispo. Ouais, quand vous voulez. Mais bon, il comprend avec la sonnerie que je suis à l'étranger. Mais j'ai dit je peux être là quand vous voulez, demain matin. Voilà. Donc on se voit rapidement et là il me propose le projet du centre de formation Paris Saint-Germain. Et bah oui. Et bah je dis oui quoi. Je saute sur l'occasion parce que mon objectif ça a toujours été de rester impliqué dans le monde du football. Et c'est exactement ce que je voulais faire. Donc un peu comme le maillot de Newcastle que j'avais à la maison, que sans le savoir j'ai joué pour ce club. J'avais aussi le maillot de l'équipe nationale quand on a gagné la Coupe du Monde en 98 avec le numéro 6 et mon nom derrière. Mais si tu regardes bien, à part le premier match, mais j'ai fait toute ma carrière avec ce numéro en équipe nationale. Il y a des signes, voilà. Donc oui, j'accepte et je débute ma carrière de dirigeant comme ça. Et aujourd'hui, je finis ma 4e saison au club. Je prends beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup appris. J'ai passé beaucoup de formations. Donc en 4 ans, je vais avoir à la fin de cette saison, je vais valider normalement l'UEFA Pro, donc j'aurai tous les diplômes possibles. Voilà, pour moi aujourd'hui, en plus du manager général, voilà, je suis assez comblé et voilà, je veux continuer à avancer dans cette direction-là. On n'a pas eu le temps de parler de ton passage à Paris Saint-Germain en tant que joueur, effectivement, parce qu'après Newcastle, c'est le PSG qui t'appelle. Tu as pu côtoyer les Thiago Silva, Thiago Motta, Verratti, Zlatan et compagnie. C'était une période comment pour toi en tant que joueur? C'était une très très belle période. Très très belle période. On a gagné les titres qu'on devait gagner, excepté la Champions, on n'avait pas réussi. Mais pour moi, au quotidien, de côtoyer des joueurs voilà, de classe mondiale, ça a été quelque chose de vraiment d'impactant dans la façon que j'avais de voir le foot, dans leur préparation, dans comment ils vivaient leur métier. Je pensais être pro, moi, mais j'ai vu que en fait, il y a encore plus pro que pro. Ah oui. Dans l'heure d'arrivée, dans le travail invisible avant. Et ça m'a inspiré, vraiment beaucoup inspiré. Donc voilà, de pouvoir côtoyer ces joueurs-là, dans une carrière, d'avoir cette opportunité. Et, oui, ça a été quelque chose pareil que je garde en mémoire et en souvenir et qui me sert encore aujourd'hui dans la façon que j'ai de travailler et puis d'accompagner les plus jeunes. Il y a quelques-uns de ces coéquipiers-là qui aussi sont restés dans le foot. Thiago Motta qui est entraîneur aujourd'hui, bien sûr. On pensait que tout ce qu'il allait devenir entraîneur, ouais. Il est, grand milieu de terrain qu'il était. Et puis Zlatan, évidemment, avec Milan aussi, qui est en... Je ne sais pas exactement quel est son poste, mais il est là, il est encore... Il est encore là. Il y a Maxwell aussi, Maxwell qui a eu plusieurs rôles et qui en a encore un aujourd'hui. Pour moi, ça ne m'étonne pas, parce que ces personnalités-là, elles ont besoin d'exister dans le monde du foot d'après, pour que le foot puisse continuer à avoir de belles heures. Ouais. C'est obligatoire. Et ça reste un sport passionnant, ça reste un sport mondial. Et on a besoin de joueurs comme ça pour pouvoir amener le foot encore dans une direction qui reste toujours positive. On va finir avec ce que tu fais aujourd'hui. On voit que tu t'éclates dans ce nouveau rôle. Et tu dis que tu es aussi en train de faire tes diplômes d'entraîneur pour encore ajouter des connaissances, être complet. Ça donne envie d'être sur un banc un jour ou tu ne sais pas encore? Je sais pas encore. Aujourd'hui, je dois t'avouer que j'ai plus une vision de dirigeant, d'être directeur sportif, et c'est ce qui m'anime, et c'est ce qui m'anime aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup d'ambition aussi. Après, je passe aussi mes diplômes parce que je pense qu'un directeur, il doit comprendre le rôle d'un coach, bien évidemment, les subtilités ou autres, et ça pour moi c'est hyper important de toujours remplir mon cerveau. Et après aussi, dans un second temps, peut-être que dans 5, 6 ans, 7 ans, je peux me dire, ouais, il y a le terrain qui me manque, pourquoi pas. Au moins, j'aurai les diplômes. Et je me réveillerai pas à 50 ans et me dire, mince, il faut que je retourne à l'école, il faut que je fasse ceci. Là, je suis frais, je suis encore bien mentalement, physiquement aussi. J'essaie de faire en sorte de garder une certaine on voit cohérence. Que tu es très fit là. Ouais. Tu es prêt à rejouer pour Crystal Palace. Rejouer, je sais pas, mais non, j'essaie de faire attention parce que aussi c'est quand tu es habitué à faire des efforts physiques et de transpirer,
une fois quand tu t'arrêtes, au départ, oui, tu prends du temps pour toi, mais tu as besoin de courir, tu as besoin d'aller faire du sport, tu as besoin de te dépenser. Ouais. Et ça a été mon cas. Là, aujourd'hui, j'avais coupé un moment, vraiment. J'ai repris la course tout doucement et d'être actif me permet déjà de me dépenser, d'être bien et puis de penser à plein de choses, quoi, de réfléchir, d'avoir des idées. C'est ce qui me permet d'être bien. Mais de passer mes diplômes d'entraîneur me permet aussi à moi de me dire, je suis capable avec du travail, je suis capable d'être diplômé, je suis capable d'être récompensé. Et c'est aussi peut-être montrer l'exemple aussi aux coachs qui sont ici, au staff, de dire que j'ai ma carrière avec moi, parce que ça, il n'y a personne qui peut me l'enlever. J'ai mes 17 ans dans mon sac, 17 ans de carrière. Maintenant, ça fait pas de moi, et ça fera pas de moi un top directeur ou un top coach. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'avoir les subtilités du métier, et en tout cas, je suis très ouvert à ça. Félicitations. Merci. Et c'est vrai que je pense à tes prédécesseurs en équipe de France par rapport à entraîner par entraîner. Zidane, personne ne le voyait entraîner, mais l'envie est venue sur le tard finalement pour lui. Et Marcel Desailly, avec qui on travaille chez Beansport, lui, il a aussi fait ses diplômes d'entraîneur. Mais lui, quand je lui ai dit, et pourquoi tu n'as pas entraîné derrière, il me dit, Darren, t'es fou, quoi. Je vais pas, tu vois que j'aille habiter à Liverpool pour entraîner Everton, puis me faire virer, puis me faire envoyer à je ne sais plus en Italie, puis en Espagne, je serais à Retafe. Il dit non, les entraîneurs sont des fous. C'est vrai, après chacun sa vision, mais il n'a pas totalement tort, parce que la durée de vie d'un entraîneur sur un banc, elle est très limitée. Aujourd'hui, c'est très limité. Oui. C'est rare que quelqu'un résiste et fait 2-3 ans dans le même endroit. Et oui, non, c'est très limité. Je vois encore que Rennes a changé d'entraîneur. C'est bon, voilà, c'est particulier et il faut avoir, je pense, une fibre, une vraie fibre. Moi, j'ai celle de directeur aujourd'hui. Oui. Après, parce que directeur sportif, manager général, peut-être président à l'avenir, j'ai pas envie de me mettre de plafond et de m'enfermer dans une case. C'est pour ça que je reste très curieux de tout et oui, de voir ce que fait par exemple Olivier Létang, c'est pas mal. Effectivement. Bon, on te souhaite plein d'autres aventures et de matchs mémorables, Johan. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à toi d'être venu. C'était un plaisir. C'est un plaisir de te retrouver. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis, à en parler sur vos réseaux sociaux et sur la plateforme où vous nous écoutez. Vous avez à disposition désormais plus de 40 épisodes de Les Matchs de ma vie avec des invités aussi divers que François Hollande et Julien Cazard, Nathalie Yanetta et Will Steele, Marcel Desailly, et Gaëtan Tinet. Des épisodes que vous pouvez écouter à votre loisir, dans les transports, dans votre lit, dans le lit d'un autre, pourquoi pas. Et tout ça pour rien. C'est gratuit. Profitez-en, régalez-vous. Et on se retrouve vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye.